Bonjour. Alors moi, vu que je suis physicien, on m'a demandé quelle grande découverte de physique on allait faire d'ici 2050. Et je ne sais absolument pas vous répondre. Donc ça peut à peu près s'arrêter là et je pense qu'on aura fait le talk le plus court de l'histoire des TED. Alors j'ai quand même encore 17 minutes et 40 secondes, donc il faut que je tienne. Donc j'ai essayé de me dire, bon alors quand même, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter de ce qui pourrait se passer dans les années à venir en physique. Donc comme tout bon scientifique, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui se passait avant pour extrapoler. Donc je me suis dit, ok, sur 34-35 ans, qu'est-ce qu'on peut faire comme découverte en physique et qu'est-ce qui nous attend dans les années à venir? Donc j'ai regardé dans le passé. Alors j'ai pris 1900 à 1935, donc c'est les plus belles années de la physique selon moi. Alors évidemment, quand on regarde la photo, ça n'a pas l'air très fun à l'époque. Il y a une femme, c'est Marie Curie, qui est là au premier rang. Il y a des hommes tous d'un certain âge, mais en réalité, ces physiciens-là, 20, 30 physiciens européens pour la plupart, vont en 20 ans révolutionner la physique moderne, révolutionner la compréhension qu'on a de la mécanique et de la gravité, ça c'est Einstein au premier rang, qui va inventer la théorie de la relativité restreinte puis générale, et puis révolutionner la compréhension qu'on a de la matière, l'atome, le photon, l'électron. On va comprendre tout ça avec l'arrivée de la physique quantique, et toutes les autres personnes, en gros, sur l'image, ont permis de construire la physique quantique ensemble en 20 ans à peu près, une théorie incroyablement performante et qui marche encore de nos jours parfaitement pour comprendre la physique, la chimie et la plupart des phénomènes qui nous entourent. Donc là, en 30-35 ans, on a des révolutions absolument majeures. Si on regarde plus récemment, les 35 dernières années, alors là, beaucoup de gens me disent « Oh là là, vous maintenant les physiciens, vous êtes dans le raffinement. Les grandes révolutions ont eu lieu, ça y est, la physique quantique, la relativité générale, les particules élémentaires, et maintenant vous êtes en train de vérifier la 5e ou 6e décimale. » Alors j'ai essayé d'être honnête, j'ai pris les 35 dernières années, j'ai essayé de regarder s'il y avait eu des découvertes importantes pour l'humanité en 35 ans. Alors la réponse c'est oui, on a bossé. Celle-là, elle date de 2012, c'est le boson de Higgs. Le boson de Higgs qui a vraiment permis de confirmer le modèle standard, et on l'attendait depuis longtemps. Mais il n'y a pas eu que le boson de Higgs. En regardant par exemple les étoiles et les étoiles qui explosent, les supernovas, on s'est rendu compte que l'univers autour de nous était en expansion, ça on le savait déjà, mais que cette expansion s'accélère de plus en plus vite. Quand on a regardé le fond de l'univers, on s'est rendu compte que le fond de l'univers rayonnait très légèrement. Ce rayonnement, il vient du Big Bang. Et on a été capable, fin des années 80, enfin de mesurer précisément ce rayonnement. On appelle ça le fond diffus cosmologique. C'est l'empreinte, c'est ce qui nous reste du Big Bang. Et avec ça, on est vraiment capable de comprendre comment l'univers est né. On a regardé les étoiles dans le ciel, on s'est rendu compte que les étoiles tournaient un peu bizarrement. C'est cette espèce de genre de courbe. Là, on est milieu des années 90, 94, 95. Cette courbe-là est la première signature du fait qu'autour d'une étoile, il y a une planète qui tourne. C'était la première fois qu'on observait une planète hors du système solaire, une exoplanète. Maintenant, je crois qu'on en a observé 2000 à peu près. Et ça date des 20 dernières années. Et puis à notre échelle, dans les laboratoires, on a inventé des nouveaux outils absolument incroyables. Ça, c'est un de mes préférés, c'est un microscope à effet tunnel, inventé milieu des années 80, et qui permet, avec une pointe et un peu de physique quantique, de voir les atomes dans la matière. Ce genre d'image d'atomes, on ne savait pas les faire quand moi j'étais au lycée, où on commençait tout juste. Là, ça vous permet de calculer très vite l'âge que j'ai. On sait maintenant faire ces images, et non seulement on sait voir les atomes dans la matière, mais on sait les manipuler avec le même genre d'outils. Ici, par exemple, on fabrique un transistor à un atome. Le petit nez de clown que vous voyez au milieu, c'est un atome. On est en train, en fait, d'inventer la nanophysique et les nanotechnologies. On manipule la matière à l'échelle du nanomètre. On sait manipuler et fabriquer des nanotubes, du graphène et des tas d'outils incroyables pour révolutionner, alors peut-être l'électronique de demain et surtout notre compréhension du monde à l'échelle du nano. Et puis alors ma découverte préférée de façon complètement subjective, c'est celle-là, parce que j'ai travaillé 20 ans sur ces machins-là. Donc ça, c'est découvert au milieu des années 80, c'est des cuprates supraconducteurs, c'est la pastille noire sous l'espèce de mer d'azote liquide qu'on voit ici, et qui fait léviter les aimants, qui conduit le courant parfaitement, et qui a été découvert au milieu des années 80 à des températures très élevées. On n'a pas encore bien compris pourquoi ces matériaux sont supraconducteurs, et c'est un des sujets de recherche les plus étudiés actuellement qui a complètement révolutionné notre façon de comprendre les métaux et les oxydes. Donc en fait, en 35 ans, il s'est passé plein de trucs, ce qui me conforte encore plus dans l'idée que je ne sais pas du tout prévoir quelle grande découverte il y aura dans les 35 années à venir. Est-ce qu'il y aura un grand bouleversement théorique fondamental? Est-ce qu'au contraire, on va être dans des découvertes de nouveaux phénomènes, ou de nouveaux matériaux, ou de nouveaux comportements? J'en sais rien. Et alors il y a une raison assez profonde pour laquelle je ne le sais pas du tout, que j'ai essayé de vous illustrer un peu, et qui a été un peu théorisée par Thomas Kuhn, c'est l'idée qu'en fait, la science, ça n'avance pas progressivement linéairement. Alors si je regarde de loin, on pourrait penser ça, mais de près, ça fait comme ça, vous voyez, ça monte et poum, il y a des accidents très soudains.
En général, les physiciens, ils arrivent, par exemple, fin du 19e siècle, avec une ou deux expériences qui leur résistent, ça résiste de plus en plus, ça cristallise, et pouf, Niels Bohr, Einstein, Planck, on révolutionne notre compréhension et on redémarre. Des paradigmes, en quelque sorte, de révolutions scientifiques qui vont arriver. Et donc, il y en aura peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien. À mon avis, ce n'est pas la bonne question à se poser. La bonne question à se poser, c'est est-ce qu'on en a encore besoin ? Après tout, est-ce qu'on ne devrait pas maintenant se concentrer essentiellement sur d'autres matières comme la biologie, par exemple, la neurone ou ce qui se passe dans le cerveau, ou la génétique, ou la chimie moderne ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de continuer à explorer la physique, y compris la physique fondamentale ? Alors là, vu que je suis physicien, évidemment, ma réponse c'est oui. Et il y a un vrai argument, du point de vue de l'humanité, pour le coup, c'est que tous les problèmes auxquels on va devoir faire face vont avoir besoin, à un moment donné, de physique pour trouver une solution. On ne va pas trouver toutes les solutions dans la physique, mais la physique va nous aider. Exemple simple, tous les problèmes énergétiques. Si vous pensez aux énergies renouvelables, ça c'est les cellules photovoltaïques, ça c'est de l'invention de physiciens de physique quantique. C'est de l'effet photoélectrique, c'est de la physique quantique pure, plus de la physique des matériaux, plus de la physique des solides et de la nanophysique. Si on veut améliorer ces photopiles, ces cellules photovoltaïques, ou même trouver de quoi les remplacer pour être encore plus efficaces et pour résoudre les problèmes d'énergie, d'environnement, d'effet de serre, on va avoir besoin de physique, et de physique lourde, de physique délicate. Donc il va nous falloir des physiciens et des tas de super découvertes. Et donc la bonne question, c'est comment s'en assurer ? Alors si je suis président de la République demain et que je dois faire un grand programme pour soutenir la physique, j'ai deux options, en gros. Il y en a une, c'est je fais des programmes. Je mets 20 milliards sur les cellules photovoltaïques, par exemple. Et puis vous bossez et vous me trouvez des meilleures cellules photovoltaïques. Alors ça, en général, ça marche très mal, les programmes très guidés. Ce que nous raconte l'histoire des sciences, c'est que ce qui marche plutôt, c'est de dire je vais essayer de repérer les bons physiciens et leur donner de l'argent et leur dire faites ce que vous avez envie. C'est affreux comme pari, on n'a pas du tout confiance quand on connaît les physiciens, mais c'est un pari qui s'est toujours avéré payant. C'est le pari de la recherche fondamentale. C'est à un moment donné de dire aux gens on vous a bien formé, vous êtes bon physicien, vous avez un bon cerveau, on vous donne de l'argent, travaillez sur ce dont vous avez envie, ce dont vous êtes curieux, faites ce que vous voulez, on verra bien si ça sert. Et si vous regardez toutes les grandes découvertes, ou la plupart des grandes découvertes du XXe siècle, elles se sont faites comme ça. Donc la vraie bonne question maintenant, si vous acceptez de faire ce pari-là, c'est juste de former des bons physiciens. Si vous formez des bons physiciens pour 2050, a priori, tout ira bien. Et maintenant se pose la vraie question et la vraie difficulté. Alors comment on forme des physiciens jusqu'à présent ? Moi-même, je suis professeur à l'université, donc je peux vous dire comment je fais. Je fais à peu près comme Einstein à l'époque, et comme un professeur plus récemment. Je suis là, dans un amphithéâtre, j'ai un tableau noir ou un PowerPoint, et je vous raconte la physique. Puis ensuite, vous, les étudiants, vous allez en travaux dirigés, faire des applications, puis en travaux pratiques, puis peut-être vous faites un stage en laboratoire, et à la fin, vous avez compris la physique et vous recommencez vous-même ce schéma. Et ça marche très bien depuis quelques centaines d'années. Notre petit problème qu'on commence à ressentir nous-mêmes en enseignant à l'université, c'est que nos étudiants ont changé, changent, et vont changer encore plus, parce qu'ils ont un rapport au savoir qui est en train de radicalement évoluer. Ils n'apprennent plus de la même manière. Ils ont leur smartphone dans la poche qui leur donne accès à Wikipédia instantanément, ils ont l'impression qu'ils savent tout si on leur laisse Internet. Ils ne savent plus vraiment lire un livre, un vrai livre de physique, comme ceux-là. Là, j'ai vu qu'il y avait les cours de Feynman, magnifique livre de physique. J'ai plus beaucoup d'étudiants qui prennent le cours de Feynman et qui y va. Page 1, page 2, page 3. Moi, je faisais ça à l'époque. Donc, il y a un rapport au savoir qui change. Je ne dis pas qu'ils apprennent moins bien ou mieux, je dis qu'ils apprennent différemment. Et donc, il va falloir adapter la façon qu'on a d'enseigner la physique. Alors, comment faire ça ? Donc ça, nous, on essaie d'y travailler dans notre groupe à l'Université Paris-Sud. Alors, plusieurs manières, plusieurs pistes. Pour enseigner la physique différemment, pour essayer d'utiliser de nouveaux outils, justement. Utilisons un iPad, utilisons un smartphone. Ça, c'est ce que fait mon collègue Joël Chevrier. Il fait tous les cours de mécanique à Grenoble avec un smartphone. Il dit aux gens, vous avez un gyroscope dans votre smartphone, vous avez un accéléromètre, vous avez un magnétomètre, vous avez tout ce qu'il vous faut. Suspendez-le à une corde, et puis on mesure. Et ils font des mesures de pendule, d'accélération et autres. Le smartphone devenant l'outil de physique que l'étudiant a dans sa poche. Et au-delà du gadget, vous voyez, c'est une autre manière d'impliquer l'étudiant dans l'apprentissage. Nous, on a essayé de faire ça avec ces petites cartes. C'est des cartes Arduino qui s'achètent pour 20 € sur Internet, qui sont dans un monde de l'open source et qui permettent, en réalité, en général, à des gens de la robotique de fabriquer des robots marrants ou à des artistes, des designers ou même des enfants de faire des gadgets rigolos qui réagissent à des signaux ou à des stimuli avec des capteurs. En fait, c'est un merveilleux outil de physique, mais qu'on n'utilise jamais pour faire de la physique. Donc nous, on a dit à nos étudiants, allez-y, prenez cet outil. Et vu qu'il va vous laisser être très libre parce que ça coûte pas cher et que vous pouvez le casser, ce qu'on ne fait pas normalement dans nos TP habituels, inventez la physique que vous avez envie, choisissez votre sujet le matin et essayez. Donc ça, par exemple, c'est des étudiants qui ont essayé avec des Lego et une Arduino de faire une balance. C'est super compliqué de faire une bonne balance en physique. Et donc avec ça, ils vont faire de la physique, ils vont pouvoir la partager en ligne également. Et donc on invente une nouvelle façon, en quelque sorte, d'impliquer les étudiants en physique.
Autre idée, essayez d'utiliser d'autres façons de participer. Vous avez vu, on a déjà un peu évoqué ça. On peut pousser un peu plus loin. Ça, par exemple, c'est des collègues de l'université de Aarhus, au Danemark, qui ont fait des jeux vidéo pour apprendre la physique quantique à leurs étudiants. Donc en jouant aux jeux vidéo, étape par étape, vous allez commencer à comprendre ce qu'est un puits de potentiel, ce qu'est un atome, ce qu'est un piégeage quantique, etc., etc. Et ils travaillent beaucoup à cette idée de transformer en jeu vidéo l'apprentissage de la science. Wikipédia. Nous, on a essayé de demander à nos élèves de contribuer eux-mêmes à Wikipédia en les accompagnant. L'idée, c'est vous allez apprendre, mais en même temps, vous-même, vous allez participer à de la co-construction d'un nouvel enseignement ou d'un savoir nouveau. Donc, vous allez recycler ce que vous apprenez et peut-être que ça vous impliquera plus dans votre apprentissage de la physique. Dans ce même esprit, on a monté une option de vulgarisation. On a dit à nos élèves, « Oh, venez dans notre option, ça va être marrant, vous allez faire de la vulgarisation. » Et en fait, sans leur dire, nous, ce qu'on avait en tête, c'est quand vous allez devoir vulgariser un sujet de physique, par exemple de physique quantique, l'équation de Schrödinger, il va falloir que vous la compreniez sacrément bien avant de pouvoir l'expliquer aux autres. Donc ça, par exemple, c'est 3 étudiants qui ont voulu travailler sur les exoplanètes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui ont fabriqué un Cluedo, où vous devez gagner le prix Nobel. Et donc, étape par étape, avec tout un système de questions et de parcours, vous allez essayer, en découvrant plein d'exoplanètes et en collaborant avec les autres, de gagner le prix Nobel avant tout le monde. Et eux-mêmes, au passage, ont dû énormément en apprendre sur les exoplanètes pour construire ce jeu. Autre exemple, alors eux, ils étaient un peu trash. Eux, ils voulaient absolument faire un truc live dans l'amphithéâtre. Donc, c'est un match de boxe Einstein contre Newton qui s'affrontent à coups de vrais coups de poing et d'arguments de physique pour essayer de voir si c'est la relativité générale ou la mécanique newtonienne classique qui gagne à la fin. Et le match était serré, avec un arbitre au milieu. Autre exemple, alors eux, ils voulaient aller dans la rue. Donc, ils avaient, avec des bouts de scotch, réinventé le tag, mais avec du scotch. On appelle ça du tape art. Pour expliquer ici, alors vous l'avez tous reconnu, j'imagine, l'effet photoélectrique à la base de la physique quantique. Donc ils sont là, devant les gens dans la rue, avec leur bout de scotch, pour essayer d'expliquer l'effet photoélectrique au grand public. Évidemment, à travers toutes ces façons de faire, on est en train d'essayer de changer leur rapport à la physique et leur mode de participation à un cours de physique. Autre façon peut-être d'enseigner différemment la physique, c'est en la représentant différemment. Alors je ne dis pas qu'on va changer le formalisme mathématique du jour au lendemain. Ça, j'y crois pas trop. Ça marche bien, les maths, quand même, et c'est solide et c'est robuste. Et même si c'est difficile à apprendre, il faut souvent en passer par là. Mais peut-être, par contre, les modes de représentation graphique, on peut essayer de les faire évoluer un petit peu. On va peut-être pas échapper aux graphiques Y, mais dans plein d'autres phénomènes, on peut essayer de les montrer différemment pour, à nouveau, peut-être mieux séduire le public. Nous, on essaye de travailler à ça, notamment avec des designers et avec des illustrateurs. On a monté un groupe de recherche qui s'appelle « La physique autrement ». On n'essaie pas de faire de la physique autrement, mais de la montrer autrement, à la fois en enseignement et au grand public. Et on a développé tout un tas de ressources comme ça, où on essaie d'explorer d'autres façons de montrer la physique. Par exemple, on a fait des tas d'animations en physique quantique pour essayer de montrer, ici par exemple, un atome. Un atome, c'est une boîte électrique qui contient des fonctions d'ondes quantiques, et on les rajoute les unes au-dessus des autres, et ça vous décrit tous les atomes de la classification périodique. Alors, vous voyez, on est dans un langage graphique assez simple, assez épuré, assez moderne, par rapport au canon habituel de la représentation. Et puis pour les enfants, on s'est dit absolument, il fallait faire un truc sur la physique quantique, évidemment, et sur les atomes. Donc on a fait des ateliers de pliage pour les enfants, où on leur demande de plier des atomes. Donc il y a un petit patron, ils doivent suivre un truc, essayer de comprendre les échelles, la forme, le pliage, rappelant un peu cette idée de fonction d'onde quantique, plus ou moins. Et on peut arriver à des pliages assez sophistiqués. Ici, par exemple, vous aurez reconnu une orbitale de l'atome de cuivre. Les enfants, en tous les cas, sont hyper au point à la fin de l'atelier. Autre exemple, on avait absolument envie d'essayer de travailler avec les équations elles-mêmes. Souvent, on cache les équations, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une équation. Donc ça, c'est l'équation de Schrödinger, à la base de toute la physique quantique. Et le chat de Schrödinger, qui va essayer d'expliquer l'équation dans un petit langage de GIF animé. Alors là, c'est Schrödinger lui-même qui est la fonction d'onde quantique. Donc ce terme-là vous dit si Schrödinger bouge au cours du temps. Ce terme-là vous dit si Schrödinger est courbé ou pas. Le terme V, il vous dit si Schrödinger subit des forces, ou subit de l'électricité, ou se casse la figure. Et donc, vous voyez, on est en train d'essayer de désacraliser chacun des termes de l'équation en les montrant de façon imagée. Je ne dis pas qu'on a compris les mathématiques de l'équation de Schrödinger à travers ça, mais au moins on sent peut-être un petit peu mieux ce que chaque terme veut dire. Autre exemple, ça c'est un petit film qu'on a fait en stop motion avec une étudiante des arts déco, où on voulait absolument essayer d'expliquer toute la physique avec une tasse à café. Parce que la tasse à café, c'est quand même l'élément central d'un labo de physique. Donc on avait assis des physiciens devant une tasse à café, on leur disait « Alors tu vois quoi toi ?»« Ben, je vois un café. »« Non mais alors qu'est-ce que tu vois de plus ?» Et donc ils essayaient de développer ce qu'ils voyaient. Et à partir de là, on a construit un film que je vous encourage à aller voir, qui s'appelle « Physique et caféine », pour essayer de montrer tous les champs de la physique à travers une tasse à café. Et vous voyez, ce qui compte ici, ce n'est pas cette histoire de tasse à café, mais c'est le langage graphique qu'on utilise, qui n'est pas celui des bouquins de physique habituels, qui est un langage en stop motion, en papier, etc. etc.
Et puis peut-être la dernière façon, il y en a sûrement plein d'autres, mais que nous on explore pour enseigner la physique autrement, c'est déjà de penser dans un premier temps, mais est-ce qu'on va avoir des étudiants? Parce que moi souvent je vois des gens essayer de réfléchir aux bonnes pédagogies de la physique, mais le premier truc c'est que les étudiants ils viennent dès le départ. C'est-à-dire qu'ils aient envie de faire des études de physique. Et donc à un moment donné, il faut se poser la question de la séduction. Il faut se demander comment est-ce qu'on peut captiver le public avec de la physique, lui montrer que la physique c'est formidable, parce que la physique c'est formidable, et qu'après ça, évidemment, ils viennent en tant qu'étudiants, et que là, on ne les déçoive pas et qu'on trouve des nouvelles façons de leur enseigner la physique. Donc nous, on essaie de beaucoup travailler aussi avec la vulgarisation vis-à-vis du grand public, dans des musées de sciences, dans des collèges, dans des lycées, dans la rue, pour essayer de trouver d'autres façons de montrer la physique au grand public, en le captivant. On va prendre des effets de physique bien lourds, par exemple la biréfringence. Alors ça, c'est de l'effet de physique. Donc ça, la biréfringence, c'est un matériau qui va modifier les polarisations des ondes électromagnétiques. Le scotch fait ça, par exemple. Et en travaillant avec des designers, ils nous ont sorti cet objet-là, qui juste entre deux polariseurs révèle, vous voyez, une espèce de kaléidoscope très élégant, avec lequel les gens peuvent jouer, et qui en réalité révèle la biréfringence du scotch, qui normalement serait transparent. Autre exemple ici, pour montrer la supraconductivité et la lévitation quantique, on a fabriqué avec un designer un petit cirque en bois. On va dans les écoles avec ce petit cirque, on va même voir les plus vieux maintenant, les collégiens, les lycéens, le grand public. Et vous voyez, avec des petits animaux rigolos, on est en train de montrer un effet de physique pure qui est la lévitation supraconductrice que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on est en train de recouvrir l'oiseau d'azote liquide. Vous voyez que là, on se décale par rapport à l'expérience physique de base. On la met dans un environnement plus ludique, plus rigolo, plus sympathique, mais la physique reste là, évidemment, et on va nous interroger sur cette physique. Oula, ça bug, alors je passe au suivant. Là, c'était pour montrer les équations de Maxwell. Avec des illustrateurs, on a fabriqué un livre en pop-up qui révèle dans un univers très graphique pour enfants l'équation de propagation de l'onde électromagnétique, quand même. Ça, par exemple, c'était une tour Eiffel qu'on a fabriquée devant la vraie tour Eiffel, donc chaque étage lévite au-dessus de l'étage précédent. Et avec ça, on a attiré sur un stand du CNRS 20 à 30 000 personnes pour venir voir la tour Eiffel flottante. Bon, elle fait juste 30 cm, elle est un peu ridicule, notre tour Eiffel, mais elle a beaucoup plu. Et une fois que les gens venaient, vu qu'il fallait de toute façon 20 minutes pour la refroidir, on pouvait vraiment leur parler de physique quantique et les captiver. Nos collègues de Paris 7, dans le même genre, ont fabriqué un surf supraconducteur cette même année, et où ils faisaient flotter les gens sur le surf supraconducteur comme Retour vers le futur. Donc vous voyez l'idée de ne pas hésiter à utiliser des gadgets hyper high-tech et hyper séduisants pour emmener les gens dans notre univers de physiciens. Donc si je reviens à ma question de départ, finalement, la bonne question à mon avis qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on aura encore des physiciens en 2050 ? Je ne sais pas répondre à cette question. Malheureusement, je ne sais pas dire oui. Ou peut-être qu'on en aura, mais de mauvaise qualité. Ça n'a rien de gagné, mais à mon avis, c'est une question cruciale. Je pense que c'est une question cruciale, pas seulement pour nous physiciens, mais pour toute la société et pour l'avenir de l'humanité. Merci.